Hey, salut le vlog, on est le 1er août, mardi 1er août et je vous reprends pour ouvrir un nouveau vlog puisque c'est un format qui vous plaît bien. D'ailleurs, une d'entre vous m'a dit ouais, trop bien, j'aime les bons gros vlogs. Je lui ai dit ok, tu aimes les bons gros vlogs bien dodus. Et ben compte sur moi, voilà, donc je pense que c'est un format qui vous plaît, donc je vais continuer dans ce sens-là puisque, bah, écoutez, moi ça m'arrange bien aussi, hein, on va pas se mentir. Je vous reviens aujourd'hui puisque j'ai terminé un livre entre le précédent vlog que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, et aujourd'hui, donc j'ai terminé ce livre-là, donc c'est Vidocq et l'énigme du temple de Louis Bayard, c'est aux éditions Cherche Midi, qui m'a gentiment été envoyé justement par la maison d'édition et qui sera l'objet de notre prochain book talk avec la team thriller de Cherche Midi. Mais ça sera au mois de septembre, donc je suis un petit peu en avance sur ma lecture, mais vaut mieux être trop en avance qu'en retard. Donc pour l'histoire, on est en 19e siècle à Paris, on va suivre le jeune Hector Carpentier, qui est un jeune homme de 26 ans qui a fait des études pour devenir docteur. Mais disons qu'il a une vie plutôt tranquille, plutôt routinière. Il habite même chez sa mère avec la servante de la famille. Son père est décédé et ils ont un peu du mal à joindre les deux bouts. Du coup, ils ont mis en pension, ils ont mis en location certaines chambres de leur grande maison. Donc ils ont 3 pensionnaires étudiants en droit et un vieux monsieur qui est ami de la famille de longue date. Et jusque là, Hector vit une vie plutôt tranquille, où il se passe pas grand chose, il a ses petites habitudes, jusqu'au jour où va débarquer dans son salon, avec pertes et fracas, Vidocq, Eugène François Vidocq, qui est le célèbre chef de la sûreté de Paris, donc un enquêteur hors pair qui traque les brigands et qui est un peu lui-même brigand quelque part. Il se met dans la tête des brigands pour pouvoir arriver à ses fins et confondre les coupables. Donc il est très doué dans son métier, mais c'est vrai qu'il a une réputation assez sulfureuse et il a cet art du déguisement. Vraiment, il se fond dans le décor pour faire des filatures, etc. Et donc il va débarquer au beau milieu du salon du docteur Carpentier et va l'entraîner dans une folle aventure, une folle énigme autour du feu mystérieux disparu, le dauphin Louis XVII, qui aurait été normalement le roi légitime à la place de Louis XVIII qui est son oncle, mais comme il a disparu au temple, à la prison du temple lors de la Révolution, lorsque Marie-Antoinette, Louis XVI ont été guillotinés, lui, le fameux dauphin, avait que 10 ans, il était un pauvre enfant complètement abandonné, il a mystérieusement disparu, tout le monde le pense mort depuis. Évidemment, entre-temps, il y a eu l'empire de Napoléon Bonaparte, et puis ensuite, une fois que Napoléon a été exilé, il y a eu Louis XVIII qui est présentement sur le trône, donc on est à la Restauration. Et visiblement, le dauphin n'aurait pas vraiment disparu, il aurait été sauvé, mais du coup il faut protéger son identité, etc. etc. Et du coup Hector et Vidocq vont mener cette enquête pour essayer de démêler en fait cette énigme autour du dauphin de Louis XVII. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'avais déjà lu le précédent roman de Louis Bayard qui était Un œil bleu pâle, je vous en avais déjà parlé, c'était sur Edgar Allan Poe qui menait l'enquête au sein d'un régiment militaire. J'avais beaucoup aimé, d'ailleurs il avait été adapté sur Netflix, une très bonne adaptation soit dit en passant. Et celui-ci, on reprend un petit peu la même trame, c'est-à-dire on prend un personnage célèbre, donc ici Eugène François Vidocq, et on va le faire enquêter. J'ai beaucoup aimé l'ambiance 19e siècle Paris. Louis Bayard, il a vraiment cette plume hyper addictive, prenante, les chapitres sont courts, ils se dévorent comme des petits bonbons. Et en même temps, on est sur une plume qui retrace bien l'époque. En fait, il a vraiment ce côté très poétique, avec des belles phrases, des belles tournures dignes de l'époque. Mais en même temps, ce n'est
pas comment dire, pompeux, c'est pas trop pompeux, c'est vraiment assez vivant et il arrive à mêler un peu de modernité, parfois un petit peu d'impertinence aussi, puisqu'on est quand même avec des personnages haut en couleur, notamment Vidocq qui est complètement impertinent. Voilà, et c'est hyper drôle, il y a des moments qui sont quand même assez drôles, mais à la fois il arrive à mêler aussi de la synesthésie dans ces récits, puisqu'on est vraiment plongé dans la tête du narrateur, donc qui est Hector Carpentier, et en même temps on sent les sensations, notamment lors de la scène de l'autopsie. Il y a toujours une scène d'autopsie dans les romans de Louis Bayard, et cette scène de l'autopsie, elle fait appel à tous les sens du personnage. Donc on entend quelqu'un jouer du piano, je crois du Beethoven ou du Mozart en fond. On a les mouches qui volent autour du cadavre, on a l'odeur de la mort. Je me rappelle dans Un œil bleu pâle, il y avait aussi le froid, les gouttes d'eau qui tombaient sur le sol en faisant des flocs, flocs, flocs. Donc il y a vraiment, ça fait appel à tous nos sens et ça c'est vraiment cool. J'ai bien aimé le personnage de Vidocq qui est vraiment un peu insaisissable. Il est filou, et en même temps il est intelligent, il est brillant, il arrive à se fondre dans le décor, à faire parler les gens, à avoir 2 coups d'avance même dans les déductions, etc. Donc c'était vraiment cool. Que vous dire de plus, à part que j'adore le mystère autour de Louis XVII. C'est vraiment une partie de l'histoire qui m'intrigue. Déjà à l'époque j'avais adoré, je crois que Secret d'Histoire avec Stéphane Bern avait fait un épisode sur Louis XVII. Et voilà, c'est vraiment un mystère. Qu'est-il devenu ce pauvre enfant qui avait seulement 10 ans et qui a été maltraité et laissé à l'abandon dans cette prison. Enfin, c'est horrible. Et voilà, c'est une partie de l'histoire qui me fascine. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-ci. Et voilà, je ne peux que vous recommander les écrits de Louis Bayard parce que c'est vraiment top. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un film que je suis allée voir au cinéma le week-end dernier. Peut-être que j'aurais dû m'abstenir. Donc je suis allée voir Barbie au cinéma. Alors, c'est ma copine Marie qui voulait absolument aller le voir. Moi, c'est vrai que si ça n'avait tenu qu'à moi, j'y serais pas forcément allée. J'ai regardé un petit peu la bande-annonce avant d'y aller, histoire de me faire une idée, et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'intrigue, il n'y avait pas vraiment d'histoire dans la bande-annonce, mais je m'étais dit, bon, peut-être que la bande-annonce, je ne l'ai pas compris, voilà, j'irai voir le film. Et ben, vous voyez la bande-annonce, vous voyez le film, c'est pareil. En fait, il n'y avait pas d'intrigue, enfin, il y a une histoire, mais franchement, il n'y a pas de suspense, c'est assez plat, il n'y a pas de rythme. Oui, c'est vrai qu'il y a des messages féministes dans ce film, mais quand on s'y connaît un petit peu en féminisme, moi ça fait un petit moment que voilà, que je m'intéresse au féminisme, j'ai trouvé que les discours apportés étaient quand même assez banals, c'était rien de révolutionnaire en fait. Après je me dis que planter des petites graines de féminisme dans la tête du grand public, ça fait jamais de mal, hein. Ce qui était quand même assez bien dans ce film, c'était qu'on retrace vraiment l'histoire, la genèse, l'origine de Barbie, avec sa créatrice, pourquoi elle l'appelait Barbie, en référence au prénom de sa fille Barbara, toutes les collections de Barbie, les différentes Barbie, celles qui ont été commercialisées, celles qui ont été retirées du marché, etc. etc. On sent que la réalisatrice, elle a vraiment une vraie passion pour Barbie et qu'elle a vraiment fait un travail de recherche sur la genèse et l'histoire de Barbie, comme quoi à la base c'était pour montrer aux petites filles qu'elles pouvaient être tout ce qu'elles voulaient, qu'elles n'étaient pas seulement des mamans vouées à jouer avec leurs poupons, mais qu'elles pouvaient incarner en fait toutes ces femmes, ces multiples Barbie, Barbie présidente, Barbie pilote de l'air, Barbie chirurgien, etc., etc. Donc en soi le message d'origine de Barbie est plutôt cool, sauf qu'il a été complètement interprété autrement, en tout cas à notre époque, où on se dit Barbie c'est le stéréotype de la femme idéale, un stéréotype complètement inatteignable et qui crée des complexes aux petites filles. Donc voilà, il y a ce double aspect qui est évoqué dans le film qui est intéressant, mais au-delà de ça, j'ai pas du tout compris, je sais pas, certaines scènes qui étaient complètement loufoques. C'est vrai que Barbie Land m'a fait un peu penser à The Good Place, la série,
mais The Good Place c'est beaucoup mieux fait. Moi j'avais beaucoup aimé ce côté cocasse, etc. dans The Good Place, alors que là, je sais pas, c'était un peu plat, c'est tombé un petit peu à l'eau, je suis un peu passée à côté. Les passages chantés, parce qu'il y a des passages un petit peu comédie musicale là, avec Ryan Gosling, voilà, j'étais là, non. Après c'est vrai que j'aurais dû aller voir Oppenheimer, parce que moi je suis plus team Cillian Murphy que team Ryan Gosling. Mais bon voilà, pour moi c'était pas un film à voir au cinéma. À la limite, si vous êtes curieux, vous pouvez attendre qu'il sorte sur des plateformes ou en DVD ou quoi, mais épargnez-vous 2 heures de votre temps parce que ça valait pas vraiment le coup selon moi. Mais ce n'est que mon avis, mon humble avis personnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé si vous êtes allé voir ce film, mais voilà, moi en tout cas ça ne l'a pas fait. Et je termine aussi avec une question qui m'a été posée par Edwidge, qui commente souvent sous mes vidéos. Merci beaucoup Edwidge et merci à tous ceux qui commentent régulièrement sous mes vidéos. Je vous reconnais et je vous remercie vraiment pour ça. C'est vrai que commenter du coup ça me fait me sentir moins seule dans mon truc. Donc merci beaucoup Edwidge qui me posait une question. Je lui ai répondu évidemment sous son commentaire, mais je pense que c'est une question qui est assez intéressante même pour vous. Si vous voulez répondre à cette question, elle m'a posé la question de savoir si moi je lisais dans le silence absolu ou est-ce que je lisais en musique. Et je sais qu'il y a des gens qui arrivent à lire en musique, je ne sais pas comment ils font, mais moi il me faut absolument le silence, sinon j'ai du mal à me concentrer. Alors il m'est arrivé par le passé de lire en musique lorsque j'étais au milieu de gens qui parlaient, qui avaient du bruit autour de moi, de l'agitation, etc. Donc je mettais en général une playlist sur YouTube de musique zen, un peu relaxante, type bruit de la forêt avec une petite mélodie un peu zen, un peu bouddhiste, etc. Mais sinon je peux pas, voilà. Alors une musique avec des paroles, c'est horrible, et des paroles en français, je suis même pas sûre que ce soit possible de lire avec des paroles en français. Je sais pas, dites-moi si vous le faites, mais en tout cas voilà. Et Louis, je me disais qu'elle était comme moi, qu'elle avait besoin du silence absolu. Moi j'ai découvert un truc aussi depuis que j'ai les AirPods Pro, c'est la fonctionnalité réducteur de bruit, réduction de bruit en fait, que l'on peut activer sur les AirPods. Voilà, les AirPods Pro. Et alors ça c'est une vraie révolution parce que ça réduit vraiment le bruit, ça ne l'enlève pas complètement, mais ça le réduit vraiment assez fortement, comme si vous aviez des boules qui en fait. Et du coup, moi c'est quelque chose que j'utilise souvent, notamment le midi, puisque je pense que j'en avais déjà parlé. Le midi, j'ai 2 heures de pause à mon travail, et du coup, je profite pour lire au moins 1 heure, voire 1h30, je lis, et j'ai la chance quand même d'avoir un bureau à moi toute seule et de pouvoir fermer la porte, donc m'isoler, mais parfois j'ai mes collègues qui passent dans le couloir, qui bavardent, qui sont au téléphone, enfin il y a quand même du bruit. Donc du coup j'active la fonctionnalité réduction de bruit et là je suis pépère, pépouse pour bouquiner pendant 1 heure, une bonne heure, et ça me sauve la vie, vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous, est-ce que vous êtes team musique ou team silence? Ça m'intéresse de savoir. Et sur ce, je vous dis à plus tard.
Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hello, je vous reprends 3 semaines plus tard, si c'est pas plus que ça. On est le dimanche 27 août, donc quasiment presque un mois après le dernier rush où je vous ai parlé. Je suis partie en vacances pendant 3 semaines, du coup c'est vrai que j'ai fait énormément de choses mais j'ai pas beaucoup lu. Je suis partie, donc vous l'avez vu dans les clips précédents, je suis partie 10 jours en Irlande faire un road trip dans le sud de l'Irlande du Sud. Donc on a atterri à Dublin, on a visité Dublin, le Trinity College, le Dublin Castle, la cathédrale Saint-Patrick, l'église Christ Church, etc. Ensuite on a pris la route, on est descendu du côté de Glendalough où on a fait une petite randonnée, autour de 2 lacs et pour voir un ermitage, un ancien ermitage du XIIe siècle avec l'église, la cathédrale en ruine et puis aussi tout ce qui est cimetière avec croix celtique, ça c'est vraiment un truc typique de l'Irlande. Ensuite on a visité des villes, notamment Kilkenny, son immense château avec un grand parc incroyable. C'est très vert là-bas, c'est pas pour rien que l'Irlande c'est le pays vert. Il pleut un petit peu, alors nous on s'est pris une seule grosse drache où c'était un peu plus tard quand on était du côté du parc national de Killarney dans le comté du Kerry, où là on est parti faire une rando pour essayer de gravir le mont le plus haut d'Irlande, qui n'est pas très très haut puisqu'il fait 1000 mètres, mais le temps n'était pas du tout avec nous et du coup on a dû faire demi-tour et on s'est pris une saucée, mais on était trempés jusqu'à la moelle, on avait les chaussettes qu'il fallait essorer et enfin, c'était une expérience particulière, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir Cashel. Vraiment, si vous allez en Irlande du Sud, Cashel c'est vraiment un indispensable selon moi parce que c'était vraiment incroyablement beau. On est allé visiter le Rock of Cashel qui est un ancien château médiéval en ruine mais qui est immense et majestueux. Alors il y a quand même pas mal de touristes et beaucoup de vent, mais c'était mystique, il y avait vraiment une ambiance incroyable. Et non loin de là il y avait aussi un ancien abbaye qui s'appelle Or Abbey, qui est pareil une ruine du Moyen-Âge, mais qui est accessible assez facilement à pied et qui est gratuit pour le coup. Mais c'était vraiment une ambiance particulière, moi j'ai beaucoup aimé. On est aussi allé visiter un petit village de pêcheurs avec des maisons très colorées, donc qui s'appelle Kinsale. C'était aussi très très chouette. Et enfin on a fait voilà, tout le comté du Kerry, un bout de parc national, puis on est remonté vers Limerick qui est vraiment une ville pour le coup qui est pas très jolie, hein, vraiment j'ai pas trop aimé, très industrielle avec pas grand chose à voir hormis un château, encore des châteaux il y en a partout en Irlande. Et puis ensuite on est allé voir les falaises de Moher qui est un endroit hyper touristique. Notamment au centre des visiteurs qui est... Enfin c'est un peu une arnaque quand même parce que tu payes pas le parking pour garer ta voiture, tu payes le nombre de personnes à l'intérieur de la voiture en fait. Donc pour voir quelque chose qui est naturel et qui fait partie de la nature, je trouve que c'est un peu abusé. Et il y avait énormément de touristes, après c'est incroyablement beau, c'est quand même à voir. Et puis on a terminé notre road trip avec la ville de Galway qui était aussi sympathique, avec un quartier latin très animé, des musiciens de rue, etc. Beaucoup de boutiques. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Donc on a fait ce road trip de 10 jours. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous ai mis quelques clips. Voilà. Je vais détailler tout ce road trip dans un article sur mon blog comme je le fais à chacun de mes voyages, où je donne tout notre itinéraire, ce qu'on a fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les bons plans, les astuces, etc. pour préparer un road trip en Irlande. Mais j'avais fait ça aussi pour Vienne et pour l'Écosse.
Donc alors je pense que ça va me prendre quelques semaines à faire parce que c'est des gros articles qui demandent beaucoup de travail, mais voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur le blog et aussi sur Instagram parce que c'est là que j'annoncerai quand j'aurai mis en ligne l'article en question. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais voilà, je vous donnerai toutes les astuces si jamais vous voulez aussi vous organiser un voyage en Irlande. Moi j'ai ramené quelques petits souvenirs, notamment je me suis pris de passion récemment pour les, comment on appelle ça, des magnettes, pas des magnettes, des... Ah, comment on appelle ça, des écussons, des crestes. J'en avais déjà ramené un de Vienne, c'était au printemps dernier avec Sissi, donc l'impératrice. Et là j'en suis ramené 3 d'Irlande, donc le fameux badge Irlande avec le symbole du trèfle. J'en suis ramené un trop beau du Trinity College où on avait dormi d'ailleurs au sein du Trinity College puisqu'ils louent les chambres étudiantes je pense pendant l'été. Et vraiment avoir le Trinity College pour nous tout seuls la nuit c'était un truc magique. Donc voilà, je le trouve plutôt chouette. Et puis j'ai pris le 42 Hill qui est le fameux mont le plus haut d'Irlande mais que je n'ai pas pu gravir, donc c'est un peu faux, hein. Je le mérite pas trop, mais étant donné que la météo qu'on a eue ce jour-là, ça en fait un souvenir vraiment prégnant, j'ai envie de dire. Voilà, et donc ça sera des petits écussons que j'aimerais bien mettre sur, je sais pas, une veste en jean peut-être, vintage, une grosse veste en jean, ou un sac de rando, je sais pas trop encore, mais voilà. J'aime bien me ramener ce genre de petits souvenirs. Je me suis aussi ramené un pull que j'ai trouvé trop beau, j'avais vu une fille, je crois que c'était au Dublin Castle, qui le portait et j'avais trop envie de l'avoir aussi. Donc c'est un pull Guinness. Guinness qui est vraiment un symbole de l'Irlande. Alors je n'aime pas la Guinness hein, puisque je n'aime pas trop les bières ambrées, mais voilà, le pull est trop beau donc je suis contente. Et je me suis aussi ramené un petit anneau de je sais pas le prononcer, je vous l'écrirai par là. Donc c'est un symbole aussi de l'Irlande qui est surtout un symbole de Galway, où on a donc le cœur qui représente l'amour, les mains jointes comme ça qui représentent l'amitié et puis la petite couronne qui représente la loyauté. Donc voilà, c'est un symbole de l'Irlande où beaucoup de diaspora irlandaise le portent en bijoux notamment pour se reconnaître entre eux. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau symbole et j'avais envie de l'avoir chez moi. Et puis j'ai ramené d'autres cadeaux pour mes proches, mais je vais pas vous montrer parce que ce sont des cadeaux. Voilà. Et puis vous l'avez vu aussi dans mon précédent clip, je suis partie une semaine à l'océan et j'ai bronzé, j'ai tellement bronzé que j'ai même fait une petite allergie au soleil. Donc j'ai plein de petits boutons mais ça va partir, c'est pas très grave. Donc ça m'a permis de me ressourcer, j'ai un petit peu lu mais pas trop. Alors je vais vous parler des lectures que j'ai terminé. Donc ça c'est une lecture que j'avais entamée juste avant de partir en vacances et que j'ai terminée au retour de l'avion, puisque j'avais lu un petit peu à l'aller dans l'avion et un petit peu au retour dans l'avion en Irlande. Donc c'est Les Inséparables de Julie Cohen aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre que m'a prêté ma copine Laura. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée de moi-même, mais bon c'était une lecture qu'elle m'a conseillée donc je l'ai lu. On est sur un roman plutôt contemporain avec secret de famille, un roman qui est un peu écrit à l'envers puisqu'on va suivre l'histoire d'amour entre Émilie et Robert. On les découvre dans la première partie, ils sont plutôt âgés, je crois qu'ils ont à peu près 80 ans. Et on les voit entourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants dans une maison au bord de la mer, etc. Et ensuite on va avoir différentes étapes de leur relation, donc quand ils sont adultes d'une cinquantaine d'années, puis quand ils ont, je sais pas, 30 ans, 40 ans par là, et quand ils se rencontrent alors qu'ils ont à peine la petite vingtaine. Et on sent qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose qui les unit. Déjà il y a un amour incroyable entre les deux qui est vraiment très très beau, très pur. Et on sent que c'est pas du goût de tout le monde, qu'il y a un secret dans cette famille qu'ils n'osent pas avouer, qui n'ont même pas dit à leurs propres enfants. C'est vraiment quelque chose qui les unit et on va le découvrir à la fin. C'est un espèce de cliffhanger qui arrive à la fin du livre pour nous, mais qui arrive
enfin c'est une révélation finale pour nous, mais c'est une révélation qui arrive assez tôt pour eux dans leur relation, puisqu'on est vraiment sur ce conte à enfin comment dire, ce livre qui est cette histoire, cette intrigue qui est construite à rebours. Voilà, j'ai trouvé que la plume était très bien écrite, enfin c'est fluide, ça se lit bien, les chapitres sont assez addictifs, les personnages sont attachants, c'est bien construit, c'est bien mené. Après c'est vrai que la thématique, je vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que c'est un peu la révélation finale, mais c'est quelque chose de vu, de revu. Enfin, c'est pas très original j'ai trouvé, mais ça fait bien l'affaire, j'ai envie de dire. C'était une lecture parfaite pour amener en voyage, parce que j'avais pas de difficulté à reprendre ma lecture là où je l'avais arrêtée, puisque je suis restée 10 jours sans lire le livre et je l'ai repris à mon retour en avion et j'étais pas perdue ni dans les personnages ni dans l'intrigue, etc. Ça se lit bien même quand on a du bruit autour de soi, voilà, quand on fait un voyage en avion on a toujours des interruptions, du bruit, etc. Donc j'étais pas perturbée. Ça se lisait plutôt facilement, voilà. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, je pense que c'est le genre de lecture qui fait très bien le taf pour les vacances, mais voilà, c'était pas non plus mémorable, c'était pas non plus un coup de cœur, c'était une bonne lecture. Et je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, je crois qu'il me reste une 60aine de pages, donc je vous en reparlerai une fois que j'aurai terminé. Mais voilà, ma lecture en cours et que j'avais amené avec moi durant ma semaine à l'océan, c'est Kill the Rich, donc le tome 10 de la saga du Bourbon Kid de Anonyme aux éditions Sonatine, qui sort donc le 31 août. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà publié, enfin il sera déjà sorti en librairie, pardon. Mais j'avoue que cette lecture m'agace un petit peu. Moi j'adore le Bourbon Kid, vous le savez, mais là j'aime pas trop ce que fait Anonyme avec ses personnages, ce qu'il leur fait faire, et puis la construction de cette intrigue qui est en fait où on suit les Dead Hunters qui sont en binôme et ils vont vivre des aventures en binôme, et puis ensuite ils vont raconter chacun leur tour ce qui leur est arrivé, et on verra comment une aventure d'un binôme impacte celle du deuxième binôme et ainsi de suite. Et il se passe des trucs et je me dis mais c'est pas possible, il va se passer un truc à la fin, parce que là je peux pas rester comme ça, il y a des trucs qui m'agacent et je trouve que j'ai l'impression qu'Anonyme joue avec mes nerfs, donc j'attends de voir la fin avant de me prononcer définitivement, mais j'avoue que pour l'instant je suis pas certaine d'aimer, tu vois. Enfin bon, voilà, ça fait partie de la vie, on peut pas tout aimer. Et pour terminer sur ce rush là, je pense que je vous reprendrai dans la semaine pour vous parler de la fin de Kill the Rich. Mais je voulais faire aussi un petit unboxing avec vous, puisque je suis revenue de mes vacances à l'océan et j'ai trouvé ce petit paquet dans ma boîte aux lettres. Je sais ce que c'est puisqu'on me l'avait proposé en service presse, donc de le recevoir en service presse juste avant que je parte à l'océan. Donc hop, je vais essayer de ne pas tout déchirer, comme d'hab. Donc il s'agit de La Route du Lac de Xavier Massé, donc c'est aux éditions Tornada, donc ces fameux petits thrillers au format poche avec le joli marque-page qui l'accompagne. Donc merci beaucoup à Tornada pour l'envoi de ce livre. Il sortira donc à la rentrée, donc le 7 septembre. J'aime beaucoup la couve, moi quand il y a des maisons, des forêts, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être parfait pour le Cold Winter Challenge, ou en tout cas pour la pile à lire de l'hiver. Donc pour l'histoire, je vais vous lire la 4e. Blache est un charmant village réputé pour sa tranquillité. Jusqu'au jour où, au lendemain d'une soirée, 3 étudiants sont portés disparus. Que s'est-il passé cette nuit-là? Que s'est-il passé sur l'unique route qui mène au lac? Amis, voisins, connaissances, pour les enquêteurs, tous sont suspects. Bienvenue à Blache. Voilà, ça a l'air plutôt cool, un petit village tranquille où tout le monde se connaît, il va se passer un drame. En plus, une maison au bord d'un lac, enfin, il m'en fallait pas plus. J'ai de suite accepté. Donc merci beaucoup à Tornada et je pense que je le lirai fin automne, début de l'hiver par là, pour soit au Pumpkin Autumn Challenge, soit au Cold Winter Challenge, je sais pas, mais en tout cas c'est une ambiance plutôt frissonnante.
Voilà, ça en est tout pour moi pour l'instant, mais je vous reprends plus tard. Bon les gars, l'heure est grave. Il faut savoir que je n'ai absolument pas la main verte, mais alors pas du tout. Je suis le genre de meuf qui fait crever ses plantes. Je suis une serial plant killer, à tel point que j'ai été obligée de télécharger une application qui me permet de savoir quand arroser mes plantes. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est l'application Planta. Et je me dis heureusement que j'ai cette application parce que je ne savais jamais si il fallait arroser, si j'arrosais trop, si j'arrosais pas assez. Bref, et toujours est-il que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que ma soeur m'avait fait une bouture de sa grosse plante Monstera et que j'avais planté dans un pot où ça avait fait racine, j'avais mis dans de la terre et ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que le truc il bouge pas, il se passe rien. Alors la feuille principale est toujours verte, mais je m'étais dit c'est mort, il se passe rien, ça fait 1 an et demi, enfin bon. Il suffit que je parte 3 semaines en vacances et regardez-moi ça. Une nouvelle feuille. Est-ce qu'on dirait pas qu'elle me fait un peu un fuck avec sa nouvelle feuille? Bref, j'ai envie de dire, célébrons les petites victoires. Salut, je vous reprends, on est jeudi 31 août et c'est le dernier jour du mois d'août. Je suis tellement triste, c'est passé tellement vite le mois d'août. Et je vous reviens pour clôturer ce vlog avec ma lecture, ma dernière lecture que j'ai terminée. Oui, ça y est, j'ai enfin terminé Kill the Rich, donc le tome 10 de la saga du Bourbon Kid, écrit par Anonyme et publié chez Sonatine. Je remercie encore une fois Sonatine pour l'envoi de ce service presse. Et effectivement, comme je vous le disais dans le dernier clip, j'ai bien fait d'attendre d'avoir terminé ce livre pour pouvoir vous donner vraiment mon avis définitif. Parce que je sentais bien, tu vois, je commence à le connaître Anonyme hein, depuis le temps. Et je sentais bien qu'il allait avoir un twist final, un truc. Voilà. Et effectivement, j'avais raison. Il s'est passé un truc dans la toute dernière partie de ce bouquin qui a un petit peu rattrapé le truc in extremis. Alors pour l'histoire quand même, je vais passer rapidement parce que c'est un tome 10. On retrouve donc l'équipe des Dead Hunters qui se sont constitués au fil des tomes. Donc on a le Bourbon Kid, on a le sosie d'Elvis, on a Rodeo Rex qui est un Hells Angels, donc un bikers. On a Jasmine, on a Flake, on a Sanchez. Et en fait tout ce beau monde forme l'équipe des Dead Hunters qui sont un peu des mercenaires qui sont missionnés soit par Dieu, soit par le gouvernement, soit par le diable, enfin voilà, il y a plein de gens qui font appel à eux pour faire des missions où la plupart du temps il s'agit de tuer des gens. Et donc là, il va se passer un truc, donc c'est-à-dire que tous les puissants de ce monde vont commencer à être décimés, à être assassinés les uns après les autres. Et il se trouve qu'en fait, le président des États-Unis devait remettre une médaille, une distinction aux Dead Hunters, et Sanchez et Flake avaient rendez-vous avec lui pour recevoir cette distinction, sauf que quand ils arrivent trop tard. Le président des États-Unis a été assassiné, il est mort, et du coup ça va partir en cacahuète à partir de ce moment-là. On a aussi des disparitions d'enfants autistes, on a un manteau d'invisibilité qui était gardé par le gouvernement qui a disparu, etc. etc. Et en fait, dans la construction de ce roman-là, Anonyme va faire des binômes en fait de Dead Hunters. En fait, ils vont faire des binômes et chacun va vivre une aventure. Et en fait, quand ils vont la raconter, on va s'apercevoir qu'il y a des correspondances entre ce qu'a vécu un binôme, ça va impacter ce que vit le binôme numéro 2, etc. etc. Alors moi j'ai bien sûr adoré retrouver les personnages que j'aime depuis que je les connais. En fait je m'attache à eux au fil des tomes. J'aime aussi toujours la plume de Anonyme qui est hyper incisive, hyper addictive, un petit peu, bon on est quand même sur des romans qui sont assez violents, un peu à la Tarantino, avec un côté très absurde, avec beaucoup d'humour noir, et puis beaucoup de références aussi à tout ce qui est pop culture, films, séries, musique, etc. Donc ça c'est vraiment hyper riche, moi j'aime beaucoup le style de Anonyme. Par contre j'ai été en colère contre l'auteur parce qu'il faisait faire des trucs aux personnages qui me plaisaient pas, qui me convenaient pas. Il se passait des trucs pour les personnages qui voilà,
j'étais pas d'accord avec ça. Et surtout qu'il y a des événements hyper importants qui se passent et on a l'impression que l'auteur passe vite fait dessus, comme s'il s'en foutait. Et j'étais là, mais non, c'est pas possible, tu sais, comme dans les films, des fois il se passe un truc, c'est pas bien expliqué, et on passe vite à autre chose, et tu te dis, bon, il va y avoir un truc, tu vois, à la fin, il va y avoir un retournement de situation, parce que là, c'est pas possible. Et je vous le donne en mille, j'avais raison, puisque effectivement, il y a ce twist final, enfin ce truc dans la dernière partie qui rétablit un peu la chose. Je vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais je me dis heureusement, parce que sinon j'aurais été très déçue. Donc heureusement, voilà. Mais j'en viens quand même à me dire, est-ce que, parce que moi et beaucoup de gens pensaient que le tome 9, Santa Mondega, était le point final à cette saga, et je trouvais la fin de Santa Mondega tout à fait satisfaisante, tu vois. Je m'étais accommodée, j'étais triste de quitter les personnages, mais j'étais satisfaite par la fin. Et là, en fait, avec ce tome 10, j'en viens à me demander si Anonyme tire pas un peu trop sur la corde de ce qui a fait son succès. Est-ce que voilà, ça risque pas de lasser le lectorat au bout d'un moment? Voilà, donc comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, donc visiblement c'est peut-être pas la fin parce que comme à chaque fois, enfin la plupart du temps, il marque fin entre parenthèses peut-être, donc on ne sait jamais. Mais bon, voilà, c'était pas le meilleur tome de la saga pour moi. Après ça reste hyper divertissant et hyper agréable à lire, hein, ça on va pas lui enlever. Voilà, c'en est tout pour moi, pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire, ça me fera plaisir, même si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire verbal, vous pouvez mettre un emoji, on n'a qu'à dire un emoji Bourbon, pourquoi pas, vous savez le petit verre de Bourbon, voilà. Comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!